Oh, tout ça. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Oui, très bien. Merci. On va attendre quelques minutes que les personnes inscrites puissent se connecter. Pour les personnes qui sont connectées, il y a si vous avez des questions au cours de l'échange, on a la petite rubrique questions et réponses si vous souhaitez inscrire vos questions et qu'on pourra prendre le temps ensuite d'échanger sur celle-ci après le temps de présentation. Conversation. Ouais. On attend encore 1 ou 2 minutes. Et puis, on va laisser tranquillement après l'équipe de cas palliatifs se présenter. On va commencer tranquillement. Merci à vous. On est donc avec une partie de l'équipe de cas palliatifs aujourd'hui qui va pouvoir en fait vous présenter un peu les dispositifs de soutien donc, dans la démarche palliative. Et puis derrière, effectivement, aussi mettre en avant leur travail et puis le diagnostic régional pour en fait vous inviter à travailler avec eux après à l'échelle départementale. Je vous laisse la main. Merci. Merci beaucoup, Anne. Peut-être juste avant de commencer la présentation, peut-être juste chacune se présenter rapidement sur la cellule. Laurence de Perlon, je suis chargée de mission sur la cellule. Déborah Granet, infirmière coordinatrice, je fais le remplacement de Ivan Beunier. Et Chloé Batty, je suis également chargée de mission sur la cellule. Donc là, on va faire du coup toute la présentation et c'est ce qu'on disait à ceux qui étaient connectés au début. N'hésitez pas à mettre vos questions ou vos partages en fonction du défilé là, de nos échanges dans la rubrique questions-réponses. Comme ça permettra un peu de permettre d'avoir toutes vos questions pour ensuite avoir un temps d'échange suite à la présentation. Alors, je vais partager, vous me direz si je vois quoi. Hop, et je vais mettre en affichage grand écran, vous me direz si ça fonctionne bien. Vous voyez bien le... Est-ce que c'est bon pour vous l'affichage? Oui, très bien. Ouais, super. Parfait. Le sommaire. Donc, on va commencer ce temps d'échange, enfin de présentation par une définition enfin, d'abord de cas palliatifs, après des soins palliatifs pour arriver dans la foulée sur la législation. Voilà. Donc, cas palliatif, donc c'est une cellule régionale, c'est la cellule régionale des soins palliatifs et d'accompagnement de la Nouvelle-Aquitaine. On va aller assez vite. Elle a été créée dès 2016 pour soutenir et promouvoir les soins palliatifs et l'accompagnement sur la Nouvelle-Aquitaine.
donc auprès donc, des 12 départements voilà, qui composent la Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre mission de soutenir et de promouvoir les soins palliatifs et l'accompagnement, il y en a deux, auprès du grand public et auprès des acteurs de soins palliatifs. Bon, après, vous aurez le PowerPoint, je pense, il sera partagé. Donc, voilà, après, nos missions, c'est recenser, animer, diffuser la culture palliative, informer. Quand même, pour votre information, il faut savoir que cette cellule avait été créée au départ à titre expérimental. Et donc, il y a une instruction qui a été publiée en 2023, 22. en 2022, fin 2022. Et chaque région Doté. voilà, c'est doté d'un dispositif tel que le nôtre. On est financé, c'est important de vous le dire aussi, par un fonds d'intervention régional de l'ARS. Voilà. On est indépendant, enfin on est quand même financé par l'ARS. Donc, en tant que, donc voilà, donc et on intervient donc auprès de tous les acteurs qui en font en demande, voilà, pour promouvoir les soins palliatifs. Donc, ces soins palliatifs, c'est quoi? En gros, donc on vous a mis, il y a plusieurs définitions de soins palliatifs qui existent, hein, vous avez trouvé, il y a l'OMS, il y a le Code de la santé publique. Bon, ça c'est une définition, comme il y en a quand même beaucoup d'autres, hein. Donc, les soins palliatifs sont quand même des soins actifs, continus, évolutifs. Où il y a tout autour d'un patient tout autour d'un patient une approche globale, individualisée, avec une équipe pluridisciplinaire, donc, et aussi auprès de la famille du patient, hein. Donc, les soins palliatifs, ils vont intervenir dans une prise en charge lorsque la maladie grave, évolutive ou incurable s'invite dans un parcours d'un patient. Voilà. Donc, c'est quoi, à partir de cette définition et de ces définitions qui se ressemblent quand même, hein, assez, donc c'est quand même le but, c'est quand même d'accompagner le patient, c'est de soulager et anticiper la douleur, les symptômes et l'inconfort d'un patient, et c'est d'offrir surtout au patient une meilleure qualité de vie possible pour lui. Donc, il y a quand même la notion de confort de vie, lui et aussi sa famille et ses proches. Pour le domaine législatif, donc en effet, le législateur français s'est emparé de la notion de soins palliatifs depuis 1999. Avant, il y a eu des instructions, des circulaires, hein, dès 86. En 99, c'est la première loi sur les soins palliatifs qui dit vraiment, chaque personne a un droit d'accès à tout, l'accès pour tous aux soins palliatifs. Première loi. Ensuite, il y en a une en 2002, donc c'est les lois Kouchner, hein, que vous connaissez aussi, dites Kouchner. Donc là, interviennent, remet le malade au centre de la prise en charge. Il y a un consentement libre et éclairé du patient et donc le droit aussi d'être informé sur son état de santé, hein. Et on a la première notification de la personne de confiance. Deuxième, vraiment de loi importante pour les soins palliatifs, c'est la loi de 2005. Donc, c'est la loi Claes, c'est la loi Leonetti au départ. Donc là, qui est vraiment dédiée aux soins palliatifs, avec différentes notions qui sont donc gravées dans cette loi. Donc, l'interdiction de l'obstination déraisonnable de l'acharnement thérapeutique, l'introduction de la procédure collégiale dans le cas de toute limitation ou arrêt de traitement et l'introduction des directives anticipées. En 2016, nouvelle loi sur les soins palliatifs. Là, c'est la loi Claes-Leonetti, donc qui rajoute quelques petites choses en plus de la loi 2005. Donc, les directives anticipées maintenant sont imposables aux médecins et surtout, il y a cette fameuse notion de droit à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès qui apparaît au niveau de cette loi. Comme vous le savez actuellement, il y a voilà, il y a des lois qui sont qui étaient devant le Parlement jusqu'à il y a peu de temps. Donc il y avait une loi sur les soins palliatifs encore et et une loi sur l'aide actée à mourir. Bon, pour l'instant, à l'état actuel, ça n'a pas encore bougé, hein, voilà. Donc, deux notions importantes à prendre en soins palliatifs, c'est la personne de confiance et les directives anticipées. Il y en a beaucoup, 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 hein, mais là, ça peut vraiment quand même vous aider au niveau des pratiques du CPTS, hein. Donc, la personne de confiance, c'est la personne qui est désignée par un patient pour le représenter au cas où ce dernier ne pourrait plus parler, voilà. Donc, et les directives anticipées, c'est pareil, c'est le patient qui a le droit, si vous voulez, d'inscrire ce qu'il souhaite pour sa fin de vie. Voilà, donc elles s'imposent aux médecins, hein, sauf en cas d'urgence vitale. Elles sont invocables à tout moment. Voilà, donc en gros, c'est quand même deux dispositifs qui peuvent quand même, que l'on propose en tous les cas aux
aux patients atteints de maladies graves incurables, et même pas, parce qu'on peut, Oui, ça même, c'est ça pour, peut- c'est pour tout le monde aussi, hein. Mm. Mais vraiment, en cas de soins palliatifs, c'est vrai qu'on met un couvrement de projecteur sur ces deux dispositifs qui aident évidemment les professionnels de santé après à s'orienter sur une prise en charge. Ouais, L'organisation, sur l'organisation des je laisse. soins. Alors là, c'était juste, on essaie de le faire très simplement. C'était juste pour vous remettre un peu ce. Alors, on a souvent la pyramide qui permet en soins palliatifs de montrer en fait la graduation des soins. Pour rappeler quand même qu'aujourd'hui, sur l'organisation des soins palliatifs en France, normalement, la prise en charge est possible quel que soit son lieu de vie, donc entre le domicile et l'hôpital, mais domicile, on comprend aussi les établissements médico-sociaux. Et l'objectif, c'était de vous montrer de manière très synthétique qu'en fait, en soins palliatifs, on a des acteurs qui interviennent à chaque stade de la maladie et de la gravité en 3 niveaux, avec toujours en socle ce qu'on appelle donc l'équipe de proximité, les libéraux, les services à domicile. Et donc, en fonction de ce parcours, que ce soit à domicile ou à l'hôpital, on a des structures de soins palliatifs qui peuvent intervenir. Donc c'est pour ça qu'on vous a remis en fonction des 3 niveaux, c'est-à-dire que le niveau 1, c'est une situation stable au niveau psycho-économique et de la situation globale de l'état de santé. On a un niveau 2 où la situation, on va revenir ensuite en termes de parcours avec des illustrations où la situation se complique. On a le niveau 3 qui est de grande complexité. Donc à l'échelon de ces 3 niveaux de complexité, on a différentes structures de soins palliatifs qui peuvent intervenir. On a les hôpitaux de jour, on a l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile, des lits d'entiers de soins palliatifs qui sont des lits souvent identifiés au sein de services, un service de pneumo, un service de cardio et j'en passe, où on a souvent des lits, ça peut être entre 3 et 5 lits en moyenne, généralement sur un service, qui sont identifiés sur des prises en soins vraiment spécifiques soins palliatifs. Et enfin, on a les unités de soins palliatifs, donc là vraiment des unités dédiées à la prise en charge, avec, j'allais dire souvent en moyenne, c'est entre 10 et 15 lits, une unité de soins palliatifs. On a aussi l'importance dans un parcours aussi pour le patient et pour les proches des structures d'appui d'expertise palliative. Donc que ce soit des équipes mobiles de soins palliatifs, donc là on est plus sur le versant adulte, et les équipes ressources pédiatriques sur le versant pédiatrie, qui peuvent, elles, du coup, intervenir autant à domicile qu'à l'hôpital, en appui des professionnels, en appui de tous les intervenants, et aussi en appui aux malades et aux proches, parce qu'on a aussi dans ces équipes toujours une présence d'un psychiatre, enfin d'un psychologue ou d'un pédopsychologue psychiatre aussi dans les équipes de ressources pédiatriques. On a aussi souhaité mettre l'intervention des structures de coordination avec les dispositifs d'appui à la coordination sur chaque département. L'importance aussi en soins palliatifs des bénévoles, avec un cas exceptionnel en France quand même d'un bénévolat avec une obligation de formation pour l'ensemble des associations qui sont reconnues aujourd'hui à bénévoles, enfin associations de bénévoles d'accompagnement. Et puis on avait remis du coup la cellule en tant que structure de coordination. Alors, la carte peut être un petit peu illisible ou c'est compliqué d'avoir une carte qui permet de retranscrire toute l'offre, mais c'était pour vous indiquer un peu aujourd'hui sur les 12 départements néo-aquitains comment l'offre de soins palliatifs un peu s'organise. Vous retrouverez les hôpitaux de jour. Donc aujourd'hui, on en a 18. Donc on a un hôpital de jour par territoire GHT. On a 3 équipes ressources pédiatriques donc, qui sont situées en fait sur les 3 pôles CHU, donc Bordeaux, Poitiers et Limoges, et qui rayonnent en fait à l'échelle, on va parler des ex-régions, mais Limoges pour le Limousin, Poitiers pour le Poitou-Charentes et Bordeaux pour l'Aquitaine. On a à ce jour 17 unités de soins palliatifs. Alors, vous indiquez 574 l'identifié de soins palliatifs, c'est un chiffre qui est un peu en cours d'actualisation, parce qu'il y a eu une reconnaissance dernièrement de l'ensemble des services qui disposaient de listes pour essayer d'avoir une offre à jour et qui permettent de mieux accompagner les prises en charge sur l'ensemble des départements. On vous indique aussi les HAD et vous dire aussi qu'on a quand même 29 associations. Donc, on a 16 associations de bénévoles d'accompagnement avec des antennes. Donc, après, vous vous retrouvez sur notre site ou même on a des guides qui permettent d'avoir une offre un peu plus précise. Mais c'était au moins pour vous donner quand même une vue d'ensemble de l'offre aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Alors, pour vous montrer un peu le parcours possible pour le soin palliatif, on est parti donc d'une première situation. Donc, un de vos patients est atteint d'une insuffisance cardiaque et respiratoire au domicile, son épouse et son aidant principal. Ils n'ont reçu aucune aide à domicile et sont plutôt isolés. Donc, il a fait plusieurs décompensations sur les derniers mois, plusieurs hospitalisations, pardon. Il s'épuise et son état s'aggrave doucement. Donc là, on est dans une situation, le patient est considéré comme niveau 1 de complexité de prise en charge, avec une problématique principalement sociale. Donc à ce moment-là, on pourrait s'appuyer sur les dispositifs d'appui à la coordination et les services sociaux pour mettre en place des aides.
éventuellement des établissements médico-sociaux pour un hébergement temporaire, voire un répit, et même un hébergement d'urgence en EHPAD si, voilà, si l'aidant devait voilà, être hospitalisé ou voilà, s'absenter. On a aussi la possibilité d'être hospitalisé dans un service référent pour évaluer la maladie. Et on pourrait également mettre en place donc, les services à domicile et on a toujours les professionnels libéraux qui sont présents, mais on pourrait majorer les interventions à domicile pour assurer une présence plus importante. Alors, ensuite, donc, dans la continuité, vous hospitalisez plusieurs fois le patient sur les dernières semaines. Son état s'aggrave doucement, mais sûrement. Il commence à avoir une perte d'autonomie plus franche. Donc là, le patient passe du niveau 1 au 2 de complexité avec une problématique symptomatique et un risque d'aggravation. Donc là, l'objectif, c'est commencer à anticiper le parcours en favorisant le maintien à domicile et en respectant un maximum les souhaits du patient et en soutenant les équipes déjà en place. Donc là, on s'appuie sur les équipes mobiles et l'hôpital de jour pour avoir une évaluation régulière de la situation et anticiper un maximum les symptômes et le parcours. On peut également s'appuyer sur l'HAD, l'hospitalisation à domicile, pour soutenir la situation. Donc, il y a des possibilités de mise en place d'astreintes de nuit et un peu plus de soutien auprès des libéraux pour la gestion des symptômes et les pansements. Et là aussi, on peut faire intervenir les associations de bénévoles pour soutenir le patient et son épouse au domicile. Donc la situation évolue de nouveau, l'état clinique du patient s'aggrave et il devient de plus en plus symptomatique. Il s'encombre et peut avoir des difficultés respiratoires. Le patient passe donc du niveau 2 à 3 avec une instabilité clinique et un gros risque d'aggravation. Là, on retrouve toujours la possibilité d'intervention des équipes mobiles et de l'HAD pour aider à la prise de décision et à l'introduction de nouveaux traitements et mettre en place les prescriptions anticipées. L'hôpital de jour aussi est une solution à ce niveau-là pour évaluer rapidement l'état clinique du patient et réévaluer les traitements, le rediriger vers une hospitalisation. Et à ce moment-là, donc, on a les services porteurs de l'ISP ou les unités de soins palliatifs pour réévaluer les symptômes et rééquilibrer les traitements. Donc là, après, il y a deux possibilités. Le patient se stabilise avec un rééquilibrage des traitements et l'hospitalisation. Donc là, c'est un retour où on maintient le domicile avec les aides en place, avec un plus ou moins de renfort si nécessaire. Donc les services d'aide, l'intervention des libéraux, les équipes mobiles et l'HAD. Et autre possibilité, le patient continue de s'aggraver jusqu'au décès. Donc soit au domicile avec un renfort et un appui de l'équipe mobile ou la mise en place de l'HAD jusqu'au décès, ou alors à l'hôpital, le patient décède dans le service de l'ISP ou l'USP. Donc, on a vraiment voulu mettre en avant le rôle des professionnels libéraux qui sont au cœur de la prise en charge, au chevet du patient et qui vont permettre la réévaluation de la situation et permettre d'affiner la gradation de complexité de la prise en charge avec cette possibilité de faire appel aux partenaires et aux différents acteurs qu'on a vus, donc les services à domicile, les établissements sanitaires, les ESMS, services sociaux, les équipes mobiles, l'HAD, les associations de bénévoles et les DAC. On parle aussi de la possibilité d'accès aux formations sur les soins palliatifs et avoir accès aux centres de ressources et de compétences. De là devant. Donc le but, alors voilà, on vous a donc présenté les soins palliatifs et un parcours d'un patient. Donc actuellement, l'ARS, enfin la DGOS, le ministère de l'ARS, donc souhaite que soit mis sur toute la France entière des structurations de filières palliatives. Donc ces filiales vont être territoriales. Elles ont pour but, si vous voulez, de réunir tous les acteurs qui ont un besoin de soins palliatifs, qui ont envie de se réunir autour de cette thématique.
Donc, ils vont bon, ça va être au départ sur un territoire, ça peut être un territoire voilà, qui va être coupé, soit par GHT, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais ça va être forcément toutes les structures vraiment qui ont de l'offre palliative, mais on va l'élargir évidemment, et on va l'élargir entre autres au CPTS, voilà, qui vont avoir un rôle, une place essentielle dans ces structurations de la filière palliative. Donc, pour partager d'abord les attentes et les besoins des libéraux sur un territoire, parce que actuellement on les touche quand même plus ou moins difficilement, quand même, les libéraux, hein, pour évidemment pour nous aider à promouvoir, enfin pour aider la filière à promouvoir les soins palliatifs sur un territoire, et pour aider à rendre plus lisible forcément cette filière palliative auprès des libéraux du territoire. Voilà. Donc, pour l'instant, ces filières sont elles sont en Pour de structuration. voilà, elles sont en cours de structuration, on suit avec l'ARS, voilà. Mais on va vite, normalement, dès 2026, ces filières devraient quand même se positionner sur votre territoire. En fait, aujourd'hui, elles existent. En fait, on parle De souvent filières de filières informelles. informelles. En fait, une synergie qui existe entre tous les partenaires qui interviennent autour d'un parcours. Là, l'objectif, c'est de rendre ça un peu plus dans le formalisme et surtout d'essayer d'intégrer en fait l'ensemble des partenaires, que ce soit le médico-social, ça passe par le handicap, la précarité, la personne âgée, pouvoir avoir aussi la place centrale des libéraux et qu'on puisse comme ça essayer de guider en fait les parcours, essayer de répondre au mieux aux besoins des patients et des professionnels aussi et de l'ensemble des personnes qui contribuent. Là, vous avez remis très rapidement, mais le but, c'était pas de rentrer en détail, parce que les missions un peu attendues d'une filière territoriale en soins palliatifs qui vraiment porte autour de la coordination d'un parcours gradué et qui doit garantir en fait l'ensemble des petits post-it que vous pouvez voir autour sur cette slide. Donc, il y a quand même toute une importance de l'offre de soins palliatifs, avoir accès à une offre graduée, comme on en a parlé avec les 3 niveaux, pour avoir accès à un hôpital de jour, à des consultations aussi spécialisées, qui est aussi une prise en soin et une prise en charge aussi des aidants, de l'accompagnement du deuil. Et vous voyez aussi qu'autour de ces missions, il y a aussi toutes des missions aussi pour répondre aux besoins des professionnels, que ce soit par le soutien, par de la régulation, par des temps de coordination, par des temps de coopération, de la formation, et d'avoir aussi à votre main, parce que c'est pas exclusivement pour les acteurs experts en soins palliatifs, mais même pour les libéraux, d'avoir aussi accès à un appui territorial, à une gestion des urgences palliatives, parce qu'on voit bien que les parcours ne sont pas linéaires et que le passage entre le domicile, certaines hospitalisations, on revient à domicile, et puis se met en place d'autres acteurs. Donc, c'est nécessaire d'avoir tous ces outils sur un territoire pour essayer de coordonner au mieux les parcours. C'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est pas de rajouter une strate d'organisation en plus, c'est vraiment de faciliter en fait la coopération des acteurs partenaires pour le balade et pour la fluidification de son parcours. Donc là, on s'est juste permis de vous donner un peu en termes de planification. Nous, on a une journée régionale qui est planifiée le 4 novembre 2025, donc dans pratiquement 15 jours, 3 semaines, où on va faire du coup un temps un peu de restitution régionale, parce qu'en fait, on a mené tout un diagnostic territorial auprès des acteurs experts sur les 12 départements, ce qui permet un peu là aujourd'hui de traduire ça en plan d'action et en structuration des filières. Donc, il y aura ce temps un peu collectif lors de cette journée. On va aussi parler pas mal des filières et de la nouvelle offre euh, durant toute la journée du 4 novembre. Donc, si vous souhaitez toujours vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain pour participer. Alors, en plus, c'est une journée ouverte en présentiel. C'est à Pessac, à l'IMS Xavier Arnauzan, donc du CHU. Il y a possibilité aussi de participer à la journée en distanciel. Donc, on est quand même sur une grande région. Et puis, comme l'annonçait Anne et comme l'annonçait aussi Laurence, on va ensuite, avec l'Agence nationale de santé, réaliser des restitutions, donc des temps de restitution de ce travail, mais d'ouverture de perspective et de structuration des filières à partir de début 2026. Et donc, vous serez largement conviés à ces temps de structuration et ensuite aussi à toute la dynamique qui va se mettre en place sur chaque territoire, parce que c'est encore pas défini vraiment les périmètres entre les bassins de vie, les territoires GHT et autres paramètres qui vont aider à choisir le périmètre de ces filières et pour qu'on puisse construire ensemble ces parcours gradués coordonnés à l'avenir. Il y aura les petits contacts s'il y a besoin. On a juste en termes de communication, on a quand même un site internet donc qui va être en refonte. On a aussi du coup les réseaux sociaux. Même si vous avez des actualités aussi en territoire, n'hésitez pas. Nous, on peut aussi relayer sur les réseaux et même sur notre agenda sur le site quand il y a besoin pour des événements en lien avec les soins palliatifs. Merci beaucoup de cette présentation. Je vous propose
Alors, on regarde, est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc comme on l'a dit, le support sera transmis et le webinaire est enregistré, donc l'ensemble de ces supports seront partagés et on vous propose un temps de questions-réponses. Vous pouvez prendre la parole ou par le chat. Moi, je suis bloquée. Nous avons un problème d'ordinateur et notre écran est bloqué. Vous nous entendez toujours? Vous nous entendez, j'espère? On vous entend très bien. Bon, Voilà. on Donc, espère que ça va pas tout bloquer. on n'a pas C'est accès au figé. chat, on n'a pas accès à la conversation. Donc, si Anne, vous voyez des questions, nous actuellement, il faut bien répondre. Notre ordinateur est bloqué. Depuis ce matin, nous avons des problèmes au sein de l'établissement de connexion. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Est-ce que pour les personnes, c'est clair? La présentation a été claire sur la place des libéraux, éventuellement, enfin aussi plutôt même des CPTS dans ce parcours. Morgane Cousin. Morgane, on ne t'entend pas. On t'entend pas, Morgane. On ne t'entend pas. Vous m'entendez? Oui, ça y est. On t'entend, Morgane. On t'entend plus. Ton micro est coupé, Morgane. Alors, quels sont les axes prioritaires à privilégier dans le début d'une création d'un parcours de soins palliatifs dans cette PTS? Quel moyen de réunir tous les acteurs du territoire sur le sujet? Sachant qu'en plus, je crois qu'il y a quelques CPTS qui ont choisi, alors là, c'est une question ouverte pour vous tous, qui ont choisi des parcours soins palliatifs. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a une dizaine en Nouvelle-Aquitaine qui ont une action spécifique autour du parcours en soins palliatifs. Alors, dans le début de création d'un parcours de soins palliatifs en CPTS, par quel moyen réunir tous les acteurs du territoire sur ce sujet? Alors, je pense après peut-être que mes collègues vont voilà, rajouteront. Je pense que l'axe prioritaire, c'est quand même d'identifier au départ forcément toute l'offre de soins. Donc, forcément, au niveau des libéraux, il existe peut-être, hein, puisque vous allez vous toucher les libéraux, donc vous savez qu'il y a une formation, il y a des DU et des DU de soins palliatifs ou autres, hein. Donc, c'est déjà peut-être, vous avez peut-être repéré sur le territoire quels sont les acteurs qui font du soin palliatif. Vous en avez, bien sûr. Donc, par quel moyen vous pouvez le faire? C'est peut-être par voir se rapprocher des équipes mobiles parce que les équipes mobiles de soins palliatifs travaillent avec aussi des médecins libéraux. Donc, peut-être, voilà, puisqu'il va falloir identifier ces personnes dans un premier temps. Et il n'y a pas évidemment que les médecins libéraux, puisque vous allez avoir après des infirmières, vous allez avoir aussi tout ce qui est ergothérapeute, enfin, vous voyez, tous ces professionnels de santé qui se mettent auprès d'un patient, hein. Donc, c'est identifier comment, eh bien, peut-être avec l'aide, peut-être parfois des établissements sanitaires. Pour moi, ça peut être une des pistes, hein. Et par quel moyen réunir tous les acteurs du territoire sur le sujet?
Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Vous êtes tellement nombreux, il y a tellement de CPTS, il y a tellement de territoires différents. Eh bien, c'est soit en effet s'appuyer peut-être au départ sur une journée ou sur un temps d'échange, hein, créer, voilà, les filières se créent. Donc, ça peut être aussi lors de la création de ces fameuses filières, c'est peut-être avoir un appui avec les professionnels, enfin, voilà, l'offre sanitaire, hein, ouais, l'offre sanitaire, et vous créez une journée ou peut-être un lien même, je ne sais pas si les gens se déplacent, en tant que libéraux, ils ont quand même peu de temps aussi, il y a quand même ce facteur temps. Donc, est-ce qu'une visio peut être possible entre midi et 2 heures pour pas impacter leur travail? Voilà, pour l'instant, on n'a pas de réponse puisqu'on n'a pas d'exemple, on n'a pas encore, on l'a pas encore pratiqué. Donc, en effet, dès qu'on va, je pense, voilà, on va travailler avec différents établissements et là, on pourra vous faire un retour peut-être, hein, mais pour l'instant, on n'a pas forcément de, de réponse à vous donner gravée dans le marbre. Je pense qu'il va falloir s'appuyer énormément sur ce qui existe sur un territoire, quoi. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a là qui participent au webinaire, qui ont mis en place un parcours soins palliatifs dans votre mission Oui, nous à la CPTS Côte-Sud-Land, Ouais. depuis 2 ans, on a un parcours soins palliatifs où on organise des formations pluridisciplinaires sur 48 heures avec les EMSP du territoire Ok. qui réunissent les pharmaciens, les médecins, les infirmières, les psychologues et les kinés. Et, on organise aussi des informations pour les auxiliaires de vie parce que elles sont souvent très proches du patient et pas du tout formées à ça. Euh, Ces formations sont, enfin, en fait, on s'aperçoit que les formations avec les EMSP sont hyper importantes et constructives parce qu'elles permettent de construire des équipes qui travaillent ensemble. Elles permettent de partager vraiment la culture palliative et aussi elles permettent de se connaître, c'est-à-dire que les EMSP connaissent les libéraux qui sont venus en formation et vice-versa, et donc il y a plus de facilité de communication. Par contre, on a quand même des difficultés à, comme on dit, à faire venir les médecins libéraux. Euh, J'avoue que je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est eux qui sont le plus souvent en difficulté face à ces patients en soins palliatifs. Les infirmières viennent vraiment sans difficulté, les psychologues aussi. On a été surpris de voir venir des pharmaciens qui, a priori, n'étaient peut-être pas la profession qu'on aurait pensé très, très intéressé, mais en fait, si. Voilà. Nous, notre difficulté, c'est effectivement de faire venir les médecins. Et, et voilà. Je pense, madame, que pour les pharmaciens, vous savez, lorsqu'il y a eu la mise en place un médicament qui s'appelle le Le midazolam, midazolam, qui a été, oui, voilà, bien qui a sûr. été, voilà, qui a été, qu'on pouvait maintenant, donc c'est un médicament qui intervient beaucoup en soins palliatifs, qui était utilisé dans le milieu sanitaire, hein, Mm. dans les structures sanitaires, et actuellement il est disponible dans les pharmacies de ville et auprès des Mm. libéraux. Et je pense que on sait, nous, enfin nous, on a eu quand même des retours sur les pharmaciens de ville qui se posaient vraiment des questions quand même voilà, sur ce médicament qu'ils doivent maintenant vendre, qu'ils peuvent vendre, voilà. Ouais. Et aussi par l'utilisation de la méthadone en soins palliatifs. Voilà, exactement. Donc ça ne Ces m'étonne pas, deux. je ne suis pas Ouais. étonnée, au contraire, moi, je suis agréablement surprise même qu'ils viennent, mais ça ne m'étonne pas. Ouais, ouais. Nous aussi, on a été surpris, mais heureuse de ça. Euh, Morgane a pu poser sa question dans le chat qui était: travaillez-vous avec l'équipe mobile Colibri? Ouais. C'est effectivement donc l'équipe Colibri, c'est justement une des 3 équipes régionales de ressources de soins palliatifs pédiatriques. Donc l'équipe de Colibri, c'est l'équipe du CHU de Poitiers, Oui, oui. voilà. Donc effectivement, on travaille en collaboration, nous, et en appui avec les 3 équipes ressources pédiatriques. Alors c'est qu'après, c'est quand même très spécifique la pédiatrie en soins palliatifs.
Et justement, c'est une ressource énorme d'avoir les 3 équipes mobiles pédiatrie sur la région. Alors après, c'est des équipes. Alors pour l'équipe Aquitaine, j'allais dire CHU de Bordeaux, elles sont quand même dotées de pédiatres, de pédopsychiatres et autres. C'est C'est la un peu plus plus grosse. compliqué. Ouais, c'est la plus grosse. Un peu plus compliqué sur Poitiers et Limoges, où les ressources sont quand même très restreintes en temps de ressources RH. Donc ils essayent au maximum de répondre aux sollicitations déjà de l'hospitalier. Et c'est aussi d'avoir une action aussi sur le domicile. C'est quand même un peu plus compliqué. Donc, il y a tout un travail qui a été fait depuis un an de travailler sur un Parcours. plan d'action un peu maillage, justement, ville-hôpital. C'est comment améliorer aussi l'appui pour tout ce qui est IME dans le milieu du médico-social, d'appuyer les pédiatres dans la ville, d'appuyer aussi les actions à l'école, aussi en termes de collectif dans la vie sociale pour accompagner les fratries, les enfants dans dans ces parcours un peu complexes quand on est sur des fins de vie en pédiatrie. Mais c'est vrai que c'est quand même, là, on est quand même sur une spécificité quand même du champ des soins palliatifs sur la pédiatrie. On a quelques lits identifiés de soins palliatifs pédiatriques. Alors, on en comptait 9, donc à voir comment ça va évoluer là, avec la reconnaissance, mais c'est très peu. Et on a aussi quelques HAD qui ont des autorisations pédiatrie, donc qui peuvent aussi un peu accompagner quand il y a des situations de maintien à domicile de ces enfants atteints de maladies incurables. Mais les ressources sont quand même un peu plus rares Limité. et limitées, mais on essaye au mieux de diffuser aussi toute cette culture palliative pédiatrique. C'est quand même une des priorités, même là, de la stratégie décennale. Je sais qu'il y avait eu je sais pas ce qu'il en est en plus, il y avait eu une réflexion sur le fait de créer des unités de soins palliatifs pédiatriques. Mais là, c'est pareil, le problème, c'est que bah, si on en crée une par région, à la distance pour les familles, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi dans la prise en charge des fratries, des parents. Sur Paris, c'est Sur, possible de rattacher ça sur Paris, puisqu'il y a quand même une population très, très dense. Après, ils vont commencer peut-être par une expérimentation Mm. sur Paris. Voilà. Après, la pédiatrie, c'est bon, comme on va parler, c'est quand même compliqué, mais il faut savoir quand même que déjà les 3 équipes quand même se parlent très régulièrement et qu'il y a quand même des équipes ressources pédiatriques. Donc peuvent, enfin ça dépend aussi, hein, mais ils peuvent aller voir le petit patient bien sûr, et surtout ils sont souvent en lien quand même avec les services soit de pédiatrie des établissements de santé, soit avec aussi les équipes mobiles. Il y a des équipes mobiles qui se sentent, parce que c'est voilà, c'est quand même une prise en charge très spécifique, et qui peuvent suivre des prises en charge pédiatriques, pas toutes. Voilà, pas toutes, il y en a qui n'ont pas voilà, le personnel pour ça, voilà. Mais ça peut se faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou même retour d'expérience ou de questionnement sur le territoire CPTS. Est-ce qu'en termes de... Moi, je me permets de poser une question dans le même sens. Est-ce qu'en termes, parce qu'on a beaucoup la question, justement, aujourd'hui, c'est un peu un grand défi, un grand enjeu, qu'importe le territoire, sur la formation des professionnels. Est-ce qu'en termes de formation, vous, au sein des CPT, s'il y a des professionnels libéraux qui sont formés aux soins palliatifs ou qui font des demandes de formation sur ce champ des soins palliatifs? Oui, on a, nous, les infirmières qui sont sur le groupe de soins palliatifs, alors n'ont pas de DU, mais ont toute une formation soins palliatifs. Ok. Et alors, moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au sein de vos CPTS, vous avez des professionnels de santé qui ont voilà, des formations? Est-ce que vous avez déjà repéré pour ceux qui ont pu, ou voilà, voilà, qui ont des CPTS avec un listing, voilà, est-ce que vous avez repéré des personnes qui avaient des appétences pour les soins palliatifs, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en tous les cas dans vos missions de repérer Oui. les professionnels? En fait, Sur nous, on l'éducation. a, alors, je suis on a
on a fait, une information en expliquant qu'on allait créer une action soins palliatifs. Et en fait, il y a des gens qui sont venus s'inscrire dans ce groupe, des gens multiples, hein, mais on est alors sur un total de 870 professionnels de santé, je crois qu'il y a une quarantaine de personnes. C'est bien. Oui, c'est peu quand même. Oui, Ouais, mais c'est mais, déjà beaucoup. oui, mais c'est quand même, je trouve que sur une CPTS, c'est bien sûr proportionnellement peut-être, mais c'est quand même pas mal, moi, je trouve. Mm, mm. Et il y avait Morgane Cousin qui disait que du coup, il y avait des soirées thématiques qui ont été faites sur les soins palliatifs en lien avec les EHPAD. C'est intéressant parce que les EHPAD, sur le médico-social, on a aussi beaucoup de demandes. Et on a une question sur avez-vous réussi à impliquer les associations dans votre parcours soins palliatifs? Alors nous, on est très, je veux dire, même en lien avec quand même les associations de bénévoles d'accompagnement. Donc ça, c'est le qu'on dénombrait. Alors je pense sur vos territoires, souvent, c'est les associations Alliance ou Être là. Ça fait partie des deux collectifs nationaux qui ont des antennes. On a d'autres associations plus locales. Donc nous, on est surtout en lien avec ces associations-là pour construire les parcours de soins palliatifs, parce qu'ils interviennent, ils font des accompagnements tant à domicile qu'à l'hôpital. Après, là, on essaye aussi de travailler avec l'ensemble des associations. On s'est mis en lien aussi avec France Asso Santé pour essayer aussi de pouvoir faire du lien sur l'ensemble des usagers. Hum. C'est quand même un champ qu'on souhaite aussi sur l'usager, les aidants, pouvoir un peu creuser. Donc c'est pour ça que là, la structuration des filières peut permettre d'intégrer toutes les associations qui peuvent peut-être justement déjà exister sur les territoires. Alors, nous, on n'a pas, pour répondre à votre question, nous, on n'a pas à impliquer des associations dans notre parcours de soins palliatifs. On doit dire dans un parcours de soins palliatifs que les associations de bénévoles d'accompagnement sont essentielles et font partie, en gros, vraiment d'un parcours. C'est pas nous qui allons les intégrer, ce sont les filières qui vont travailler après avec les associations de leur territoire. Donc, ça peut être en effet les associations d'accompagnement de soins palliatifs. Ça peut être aussi, on peut l'élargir peut-être aussi, pourquoi pas, hein, j'imagine, pourquoi pas aux ligues contre le cancer. Voilà, voilà, il y aura d'autres. Le but, c'est quand même d'avoir le maximum de personnes qui sont touchées par le soin palliatif hein, dans cette fameuse filière. D'autres remarques, commentaires, apports, questions? Vous m'entendez toujours pas? Si, on t'entend Si, on très t'entend. bien. Ah, super. Bon, du coup, j'ai mon micro. Non, bah, merci pour la présentation. Non, juste moi, je sais que j'ai eu quelques retours aussi sur la question de l'éthique, enfin du travail de l'éthique tout autour justement de la prise en charge palliative. Et c'est vrai que ça serait quelque chose à peut-être à construire au niveau des parcours et au niveau des CPTS, parce que enfin, tous les professionnels de santé sont pas acculturés. Enfin, je sais que c'est plus simple quand on est dans une structure sanitaire ou même médico-sociale quand on est en équipe, mais là, pour le coup, quand on est pour les professionnels de santé qui sont plus isolés, je pense que cette question d'éthique autour du soin palliatif aussi, est-ce que vous faites de l'accompagnement là-dessus? Alors, nous, Non, mais c'est pas à nous de faire d'accompagnement. En revanche, c'est vrai que dans un premier temps, je dirais qu'il faut souvent se rapprocher quand même là où ils sont quand même, c'est dans l'établissement de santé aussi sanitaire, hein, où il y a quand même des comités d'éthique. Voilà, pour vous aider, il y aurait peut-être une ressource qui s'appelle l'ERENA. Donc, c'est le centre éthique de Nouvelle-Aquitaine. Hein, ils ont des antennes sur les ex-régions aussi. Donc ça, c'est peut-être en tous les cas de savoir que ça existe, en tous les cas, si vous avez des questions à leur poser. Et après, ce serait en effet, donc, alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein, mais en effet, c'est d'ouvrir, on va dire, ce qu'on appelle nous des réunions, des concertations pluriprofessionnelles autour en soins palliatifs, où là, forcément, le côté éthique peut être aussi abordé. Et donc là, pour l'instant, ça se met en place sur à Bordeaux, il y en a quelques-unes, ça s'appelle des RCP, voilà, on a repris le terme en oncologie, mais on les a appliqués pour le soin palliatif. Donc, ce sont des réunions où les professionnels de santé de tous bords
se retrouvent sur des problématiques, et c'est vrai que les problématiques d'éthique apparaissent souvent dans ce genre de RCP. Bon, c'est pas mis en place, mais ça fait partie de ce qui pourrait se mettre en place au sein d'une filière, justement. Ok, merci. Mais si vous avez vraiment des questions sur l'éthique, rapprochez-vous quand même des RNA de vos ex-régions, enfin, Limousin, ou même nous, vous pouvez nous appeler aussi, on essaiera de vous aider, bien sûr, on est là pour ça. Mais on n'a pas, voilà, il y a 12 départements, on est 3, voilà, on ne sait pas tout exactement ce qui se passe sur un territoire, hein. Mais, et aussi, autre chose, alors je ne sais pas, ça va dépendre aussi des territoires, mais il y a parfois des hôpitaux qui créent des commissions ville-hôpital, des choses comme ça. Donc, si vous en avez vent, ça serait peut-être bien aussi de voir ce qu'ils font exactement dans ces commissions ville-hôpital. Pas tous, hein, mais ça peut arriver quand même. Il n'y a pas d'autres remarques. Je vais vous laisser conclure. Eh On est bien, désolé parce que ça, en plus, vous ne pouvez pas nous voir, hein. Je pense qu'on a l'écran bloqué. Notre côté, tout est figé. Déjà, si vous nous entendez, c'est bien. Un immense On merci vous là entend pour très ça. Ouais. Bah, un immense merci là pour ces temps d'échange qui sont très instructifs. Je trouve qu'on a oui, ces retours d'expérience sur les territoires. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite aller vers ces retours et d'avoir ces liens vraiment au plus près des besoins et au plus près des acteurs. Donc, c'est très sacré pour nous. L'objectif aussi, comme on l'annonçait, c'est donc pour nous en grande actualité demain, c'est la structuration de ces filières. Donc, on souhaite vraiment que les libéraux aient leur place et la place dans ces filières et qu'on puisse travailler avec vous sur oui. les parcours. Parce que là, on voit bien que le parcours de l'hôpital se développe avec les hôpitaux de jour. Comme le disait Laurence, on a beaucoup aussi, grâce aux équipes mobiles, de commissions ville-hôpital. On sent là qu'il y a la nécessité vraiment de faire le pont entre le tout domicile et le tout hôpital. On n'en a pas parlé, mais on a aussi des projets de maisons d'accompagnement. Il y a beaucoup de choses qui se développent et avec un fort besoin de sensibiliser, de former, d'acculturer. Donc, on sait que c'est par les territoires, les professionnels libéraux que tout ça passe. Donc, pour nous, c'est plus que nécessaire d'inclure et de coopérer. Les CPTS. Voilà, ça c'est sûr qu'on va travailler donc avec Agora. Et puis après, il y aura sûrement peut-être qu'au niveau des actions qu'on va mettre après en place, qu'on va proposer, en tout cas, c'est jamais nous qui allons le faire. Nous, on est juste la force de proposition, hein. Mais en effet, de faire déjà rien qu'une information en soins palliatifs sur ces CPTS pour alors, ça sera voilà, une sensibilisation, c'est pas une formation, mais une sensibilisation en fonction des besoins, peut-être qu'on aura sondé auprès de vous. Voilà, si on doit venir, on viendra. Enfin, vous voyez, on sera en soutien. Si la filière demande à ce qu'on se déplace, on pourra voilà, on va essayer de mettre en place des soutiens pour justement faire ce lien avec l'hôpital et répondre au mieux. C'était très intéressant, madame, votre question sur l'éthique. Parce qu'en effet, c'est un sujet qui revient souvent, nous le savons. C'est pas vraiment rien que de se connaître aussi. Et de se connaître. L'interconnaissance est souvent la base pour permettre ensuite de développer les projets. Puis si ça peut aussi, parce que je pense à chacun de vous dans les CPTS respectifs sur les territoires, permettre aussi peut-être d'alimenter vos parcours soins palliatifs ou les réflexions qui étaient déjà en cours auprès des professionnels de santé. On reste aussi, nous, disponibles pour de la mise en lien, hein. C'est-à-dire que sur un territoire, si justement vous vous questionnez sur comment débuter pour la création d'un parcours de soins palliatifs, on peut justement vous mettre en relation avec l'équipe mobile de référence du territoire, les équipes sanitaires, si on a des contacts et on sait qui sont les personnes un peu références en termes de parcours soins palliatifs sur les territoires, n'hésitez surtout pas aussi à nous contacter. On peut faciliter. Nous, on est vraiment en rôle de facilitateur sur la région, donc il ne faut surtout pas hésiter. Et puis aussi au niveau de l'éthique, il faut savoir quand même que les prises en charge palliatives, comme on vous l'a dit, c'est quand même des prises en charge donc pluridisciplinaires, hein. Et donc le soin palliatif, c'est pas une discipline, parce que c'est pas une spécialité, c'est pas une discipline qui se fait seule, hein, comme beaucoup maintenant de spécialités en médecine, hein, mais peut-être un peu plus pour les soins palliatifs. Donc ils ont vraiment besoin, quand il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires, les décisions ne se prennent jamais seules, si vous voulez. Bon, même si après la décision finale en sanitaire, en tous les cas, reste à la décision d'un médecin, mais tous les professionnels de santé ont leur mot à dire dans une prise en charge palliative.
Voilà, ce n'est pas que médecin ou voilà. Donc tout le monde peut intervenir. Donc c'est très important d'avoir cette notion. C'est un peu différent peut-être que dans d'autres disciplines. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on doit faire passer comme message auprès de tous les libéraux qui interviennent dans une prise en charge pédiatrique. Voilà, peut-être beaucoup d'informations les deux, parce que ça peut être beaucoup d'informations d'un coup. L'objectif, c'était aussi un peu d'ouvrir à... Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez nous rappeler. On remercie forcément Agoralib aussi, pour l'organisation pour du webinaire l'organisation et voilà, le travail qu'on a fait ensemble pour préparer ce webinaire. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Si on n'a pas la réponse, on la cherchera, on essaiera de vous donner les réponses. Mais voilà, vous allez... on va forcément, les CPTS vont être forcément appelés à travailler avec les acteurs de terrain voilà, en soins palliatifs. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Très belle fin de journée, vous. puis très belle continuation sur chacun de vos territoires. Et au Ouais, plaisir à très de se bientôt. croiser en vrai. Merci Pascal. Merci beaucoup. Au revoir. Bon Au revoir. après-midi, au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Mais c'était intéressant les tics là. Que même en session, ça bug par contre, il y a un problème. On essaie d'attendre Anne. Ben oui, mais normalement, ça devrait mettre fin directement à l'événement. Et... Alors, je suis là, mais il y a encore des gens connectés. Je suis en train de fermer l'événement pour que ça arrête l'enregistrement, mais on a un gros souci d'ordinateur. Tout est figé, tout est... C'est intéressant, il y a eu quand même 20 participants. Je trouve que les questions